Bien bonjour, bonsoir, bande de gens. Bienvenue dans cette toute première vidéo du Chat de Bibliothèque, l'émission faite pour vous donner envie de lire ou de relire vos classiques. Et pour démarrer en beauté, quoi de mieux que de prendre un grand classique dont tout le monde a entendu parler mais que beaucoup moins lu? C'est une histoire d'amour intemporel, entre deux êtres que tout oppose mais qui vont tomber fous amoureux l'un de l'autre. Mais cet amour est contrarié par la haine que se vouent leurs familles respectives, et c'est en tentant de résister à cette haine que les deux amants vont devoir seulement se réunir dans la mort. Vous avez très bien compris, aujourd'hui on parle de Roméo et Juliette de Shakespeare. Roméo et Juliette, c'est une tragédie en 5 actes parue en 1597 et écrite par William Shakespeare. Shakespeare, ce petit gars qui est probablement l'écrivain le plus connu de la littérature anglophone et l'idole de la plupart des profs d'anglais. Le gars il pèse bien dans la littérature malgré le fait qu'il ait plus de 400 ans maintenant. Il était surtout dramaturge et poète, ce qui fait qu'en 23 ans seulement, il a écrit juste 37 pièces, des comédies comme des tragédies et énormément de sonnets. Et Roméo et Juliette montre très bien que son auteur était assez touche-à-tout, car c'est une pièce qui commence comme une comédie, mais qui se termine comme une tragédie. Elle a évolué comme un Pokémon quoi si vous voulez. Je vais d'abord vous parler de l'œuvre en faisant un résumé assez détaillé, mais pas trop agrémenté de sa sauce littéraire. Et après ceci, je vous sers une petite analyse légère qui se mange comme ça. Et hop, ça se mange comme ça, hein. Petite précision, vu qu'il s'agit d'une œuvre anglaise du XVIe siècle, il y a eu plusieurs traductions, donc il se peut que celle sur laquelle je m'appuie n'ait pas tout à fait les mêmes termes que celle que vous avez lue ou celle que vous allez lire. On passe maintenant au résumé du livre. Pour commencer son œuvre, Shakespeare a eu recours à un procédé très utilisé dans le théâtre et surtout dans la tragédie, la présence d'un chœur qui expose la situation au tout début, le fait que l'œuvre se passe à Vérone, où de familles nobles, les Capulet et les Montaigu se déchirent. Deux maisons, l'une et l'autre égales en dignité, dans la belle Vérone où se tient notre scène, se déchirent à nouveau pour d'anciennes querelles, souillant leurs mains du sang qu'elles font couler. Des fatales entrailles de ces races rivales sont nés deux amants sous une mauvaise étoile. Leur chute infortunée, autant que pitoyable, enterre avec leur mort les haines ancestrales. D'emblée, en un sonnet, le chœur mentionne deux amants nés sous une mauvaise étoile, dont l'amour les mènera jusqu'au tombeau. En quelques mots, on a donc l'intrigue de la pièce qui est présentée. Il y a ensuite ce qu'on appelle la scène d'exposition, qui correspond à la première scène d'une pièce, qui introduit tranquillement les enjeux de l'œuvre. Ici, on commence donc avec deux domestiques de la famille des Capulet, Samson et Grégoire, qui se chamaillent. Un chien des Montaigu m'aime assez pour que je fasse front. Je ne céderai le haut du pavé à personne, homme ou femme, qui appartient à cette maison. Ce qui prouve que tu n'es qu'un faible esclave, car c'est le plus faible qui se bat le dos au mur. Vrai, c'est pourquoi les femmes, étant du sexe faible, se font toujours presser contre le mur. En conséquence de quoi, je chasserai du mur les valets des Montaigu, et j'y presserai leurs servantes. La querelle est entre nos maîtres, et entre nous leurs valets. C'est le même combat. Je vais jouer aux tyrans une fois les hommes vaincus. Pas de quartier pour les pucelles, quel que soit leur âge. L'âge des pucelles? Oui, l'âge des pucelles, ou leur pucelage. Prends ça dans le sens que tu veux. Attends, c'est Roméo et Juliette, la grande pièce sur l'amour pur et passionnel, et ça commence avec deux domestiques qui parlent de se faire des servantes. Effectivement, l'un des aspects les plus méconnus de cette pièce, c'est le fait qu'à côté de l'amour lyrique et poétique des deux amants, il y a leur entourage qui s'en donne à cœur joie niveau allusion sexuelle et grivoiserie. Enfin bref, il y a les domestiques des Capulet qui croisent les domestiques des Montaigu, ça se provoque, ça commence à se battre. Il y a Benvolio, neveu des Montaigu, et ensuite il y a Tybalt, neveu des Capulet, qui vient chercher la bagarre, ça se bat encore plus bien sûr. Il y a même les deux vieux darons des deux familles, Capulet et Montaigu en personne, qui arrivent et qui veulent également se mettre sur la tronche. Là-dessus, c'est le prince en personne qui se pointe et qui fait comprendre qu'il en a un peu ras la couronne de toute cette haine qu'il fait engendrer des rixes et des guerres. Si jamais vous troublez à nouveau la cité, votre vie répondra de la paix de nos rues. Ainsi, pour cette fois, que chacun se disperse. Vous, Capulet, vous m'accompagnerez. Quant à vous, Montaigu, venez l'après-midi. À notre vieux palais de Villefranche, notre cour de justice. Encore une fois, sous peine de mort, que chacun se retire. Si on peut même plus tuer son voisin en paix. Montaigu discute ensuite avec Benvolio de Roméo, et lorsque ce dernier arrive, Benvolio va le voir. Roméo apprend à Benvolio qu'en ce moment, il souffre de l'amour qu'il porte à quelqu'un qui ne le lui rend pas. Il s'agit de Rosaline, qu'on ne verra absolument pas dans la pièce, et qui va être très très vite oubliée d'ailleurs. Alors Juliette, voilà, tout ça. Mais elle rend Roméo amoureux, lyrique et poétique, chose qu'il sera jusqu'à sa mort, puisque ce sera à chaque fois l'amour qui le guidera.
Au passage, je vous fais remarquer ceci. Une réplique de Roméo contenant plein d'oxymores, qui est une figure de style visant à réunir deux termes opposés. Ensuite, nous avons une scène entre Capulet, le père de Juliette, et Paris, le neveu du prince. On apprend que Paris a quelques vues sur Juliette et qui compte même la demander en mariage. Et on apprend l'âge de Juliette. Je te répète ce que j'ai déjà répondu. Mon enfant est encore étrangère à ce monde. Elle n'a pas encore atteint ses 14 ans. Laissons donc deux étés se flétrir en leur éclat, avant qu'elle soit mûre pour une bague au doigt. Des plus jeunes qu'elle en fait d'heureuses mères. Oh, permets-moi d'avoir un doute là-dessus, Paris. Les mariages arrangés à l'époque, c'était un peu comme nous qui passons du temps sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout le monde le fait, ça semble complètement normal, et ça permet de créer des liens. N'empêche que je suis bien contente de vivre au XXIe siècle en France. Capulet dit finalement à Paris qu'il organise une fête ce soir et qu'il est invité pour pouvoir aller dragouiller Juliette. Capulet donne la liste des personnes conviées à un serviteur qui, comme par hasard, ne sait pas lire et qui, comme par hasard, croise la route de Roméo et Benvolio, qu'il ne reconnaît pas, et il leur demande de l'aide. C'est comme ça que Benvolio et Roméo décident d'aller se taper l'incruste chez les Capulet. Enfin, Benvolio plus que Roméo, car Roméo s'est un peu transformé en ce pote qui préfère déprimer plutôt qu'aller en soirée. Je veux pas y aller. Vient une scène entre Juliette, sa mère et sa nourrice, avec une apparition très marquante de cette dernière qui débarque en parlant de son pucelage perdu à 12 ans. Tout à fait normal, n'est-ce pas? Et qui a tendance à gêner par ses anecdotes. Lady Capulet et la nourrice annoncent les intentions de Paris à Juliette, et Juliette, en petite fille obéissante, dit qu'elle y réfléchira ce soir en le rencontrant. On retrouve à nouveau Roméo et Benvolio avec un de leurs potes, Mercutio, qui décide d'aller au bal mais masqué. Roméo se laisse embarquer, mais il annonce qu'il a quand même un mauvais pressentiment. Allez viens Roméo, on va se marrer. Tu sais mon ami, j'ai un mauvais pressentiment pour cette soirée. Comme si j'allais rencontrer la femme de ma vie, que j'allais l'épouser dès le lendemain, mais que j'allais devoir mourir sur son cadavre après mon exil. Tu comprends? Oh, y a de la meuf! Effectivement, le destin s'est déjà mis en marche et Roméo rencontre Juliette, et là, bam! Coup de foudre réciproque. À tel point que Roméo va aller voir Juliette directement pour aller lui faire part de son attirance immédiate par le biais de métaphores autour de pèlerins et d'une sainte. Si de ma main indigne je devais profaner ce sanctuaire, voici mon doux péché. Mes lèvres, ces deux pèlerins rougissants, vont effacer la rudesse de mon geste dans un tendre baiser. Bon pèlerin, vous enfoncez là votre main, qui offre ainsi l'hommage de sa dévotion, car les saintes ont des mains que les pèlerins touchent, paume contre paume, c'est là leur pieux baiser. Les saintes ont-elles des lèvres comme les pèlerins? Oui, pèlerin, des lèvres pour prier. Ô chère sainte, que les lèvres imitent tes mains, qu'elles prient pour que leur foi ne soit pas à désespoir. Les saintes restent de marbre en dispensant leur grâce. Ne bouge pas, tandis que je recueille le fruit de ma prière. Leur dialogue forme un sonnet, car les deux amoureux se sont parlé en vers, ce qui rend leur sentiment lyrique et poétique. Hier soir, j'ai rencontré un gars, ça a été le coup de foudre avec un grand F. Il m'a déclaré son amour en 14 vers, du coup, je pense que je vais le revoir. Au passage, Roméo voulait passer incognito à la fête, mais Tybalt, le cousin de Capulet, l'a quand même reconnu. Ah bah ça devait pas être les lunettes de Clark Kent, hein, le masque de Roméo. Les deux futurs amants apprennent rapidement qu'ils sont l'un l'autre, mais c'est trop tard, Cupidon est déjà passé par là. Et une phrase de Juliette résume très bien la pièce. Mon unique amour naît de mon unique haine. Et à partir de là, tout va s'enchaîner et aller très très vite. Au début de l'acte 2, le cœur, leur voilà, insiste sur le fait que Roméo aime Juliette, qu'il l'aime en retour. Se passe alors la célèbre scène du balcon. Ô Roméo, Roméo, pourquoi donc es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom, ou si tu ne veux pas, jure d'être mon amour, et moi je cesserai d'être une Capulet. Oh, soit quelque autre nom, qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous nommons rose sentirait aussi bon avec un autre mot. De même Roméo, s'il n'était Roméo, garderait cette chère perfection qu'il possède, en dehors de son nom. Roméo, rejette ton nom, et en échange de ce nom qui n'a rien de toi, prends-moi tout entière. Je te prends au mot, appelle-moi seulement amour, et je serai baptisée à nouveau. Désormais, plus jamais je ne serai Roméo. Cette scène est très pratique d'un point de vue scénaristique, car elle permet le fait que les deux amants n'ont plus besoin de se faire la cour, vu qu'ils savent maintenant tous les deux qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Potim, potim, potim. Ils projettent même d'aller se marier dès le lendemain, sans le consentement de leurs familles respectives bien sûr. Roméo va chercher frère Laurent pour le charger de les marier rapidement. Il croise Mercutio et Benvolio, il y a un échange de répliques et plein de jeux de mots et d'allusions qui ont dû rendre chauve plusieurs traducteurs tant ils ont dû s'arracher les cheveux dessus
pour essayer de les conserver tout en passant d'une langue à l'autre. Vient ensuite la nourrice, que Roméo missionne pour aller dire à Juliette qu'elle le rejoigne chez frère Laurent, qui les mariera, et qu'ensuite il la rejoindra, elle, dans sa chambre. Ah bah, il faut quand même qu'il y ait la nuit de noces, hein. Un mariage non suivi de galipettes et de coquinades, c'est nettement moins intéressant. Juliette, qui poireautait depuis tout à l'heure, apprend donc qu'elle sera l'épouse de Roméo dans l'après-midi. La scène du mariage se déroule dans le plus grand secret, façon Padmé et Anakin dans l'attaque des clones. Les deux amoureux sont euphoriques, c'est le bonheur, frère Laurent a du mal à les calmer, mais finalement, Roméo et Juliette sont enfin mariés l'un à l'autre. Et à partir de là, tout va s'enchaîner encore plus vite. La fatalité et le destin se referment comme un piège sur eux. Au début de l'acte 3, un combat s'engage entre Mercutio des Montaigu et Tybalt des Capulet, qui voulaient se battre en duel contre Roméo. Et lorsque ce dernier tente de s'interposer, Mercutio est grièvement blessé et Roméo se voit contraint de se battre contre Tybalt et en vient à le tuer. Le prince, en découvrant cela, décide de bannir Roméo de Vérone et Mercutio finit par mourir. C'est dans cette scène-là précisément que l'on passe de la comédie à la tragédie, car on a maintenant 2 cadavres et le bannissement de Roméo. Dans leur malheur, les 2 tourtereaux, par le biais de la nourrice, parviennent à mettre au point un rendez-vous d'adieu. Alors qu'ils passent la nuit ensemble comme nuit d'adieu, Capulet discute avec Paris du fait qu'il vaudrait mieux avancer la date du mariage pour atténuer la douleur de Juliette d'avoir perdu son cousin. Perso, je trouve ça assez drôle que pendant que papa et futur fiancé discutent du mariage, il y a la principale concernée qui se fait dépuceler à l'étage du dessus par le vrai mari. Après que Roméo soit parti tôt le matin, c'est la mère de Juliette qui est chargée de lui annoncer la bonne nouvelle, mais c'est devant son père que Juliette refuse clairement ce mariage. Allez ma fille, tu connais le proverbe, un cousin de perdu, un mari de trouvé. Capulet ne l'entend pas de cette oreille et jure que si elle lui désobéit, il ne la reverra plus. Désespérée, Juliette va trouver frère Laurent et ce dernier met en place un plan pour sauver le couple Roméo et Juliette. Juliette va devoir boire une potion qui la fera passer pour morte pendant 2 jours. Elle sera mise dans le tombeau des Capulets et ensuite Roméo viendra la chercher après avoir été prévenu par un messager et ils seront libres, ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants. C'est très beau en théorie, mais dans la pratique, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Juliette rentre chez elle, fait genre elle est d'accord pour le mariage avec Paris et tout, et elle avale le faux poison le soir même pendant que son père est en train de préparer le repas de noces tout content. Ce qui fait que le lendemain matin, la nourrice croit que Juliette est morte, elle l'annonce à tout le monde, et pour les Capulets, ce qui devait être jour de mariage devient jour de deuil. Le corps de Juliette est déposé dans le caveau familial. Malheureusement, Roméo apprend rapidement la nouvelle que Juliette est morte, ce qui fait qu'il n'est pas encore au courant du plan. Il revient à Vérone et achète même du poison pour se donner la mort sur le cadavre de celle qu'il aime. Frère Laurent apprend que son messager n'est pas arrivé à temps et se rend au tombeau des Capulets. J'ai peut-être fait une connerie moi. C'est finalement la dernière scène de la pièce. Roméo arrive dans le caveau et se fait attaquer par Paris, déjà là, qui pense que le Montaigu veut mutiler le corps de Juliette. Finalement, Roméo gagne le combat et tue Paris. Je suis vraiment trop bon à l'épée. Roméo trouve le corps de Juliette et après son monologue sur celle qu'il aime, il avale le poison et meurt sur sa bien-aimée. Frère Laurent débarque juste après et ce qui devait arriver arriva. Juliette se réveille de sa fausse mort et découvre son époux mort, bel et bien lui par contre, juste à côté d'elle. Elle prend donc la décision qui donne à la pièce sa fin si célèbre. Ô poignard, voici ton fourreau, rouille en ce sein et donne-moi la mort. Alertés par les gardes, le prince et les 2 familles ennemies se retrouvent dans le tombeau. Capulet et Montaigu constatent la mort de leurs enfants et de Paris sans comprendre, et frère Laurent s'occupe de leur raconter toute l'histoire. Alors là, vous allez rire parce que c'est franchement très con ce qui s'est passé. Et le prince conclut sur cette tragédie poussée par l'amour et la haine. J'ai envie de vous dire chais, mais ça risque d'être un peu déplacé. Et c'est ainsi qu'au matin, les Capulets et les Montaigu se réconcilient enfin devant les corps de leurs 2 enfants amoureux. Montaigu, oh mon frère, donne-moi la main. C'est la seule dot à laquelle je peux prétendre pour ma fille. Moi, je peux te donner davantage, car je veux lui élever une statue d'or pure. Et, tant qu'on connaîtra le nom de Vérone, nulle effigie ne sera plus honorée qu'elle, car Juliette eut un cœur très sincère et fidèle. Celle de Roméo ne sera pas moins belle à côté, pauvres enfants victimes de notre inimitié. Sombre est la paix qu'apporte ce matin, le soleil endeuillé ne montre pas son front. On reparlera de ces choses si tristes. Partons. Certains seront punis, d'autres seront pardonnés. Car jamais il n'y eut pire cortège de mots que dans l'histoire de Juliette et de Roméo.
Que peut-on maintenant dire sur cette œuvre? Déjà, le basculement de la comédie à la tragédie. Ça commence avec des petites guéguerres, avec des grivoiseries, avec des allusions, et ça se termine en bain de sang avec deux amants poussés au suicide. C'est vraiment à la mort de Mercutio et de Tybalt qu'on a le changement de genre qui s'opère. Parallèlement, on glisse de l'éros, l'amour, vers Thanatos, la mort, car si au début il n'y avait que l'amour, c'est finalement la mort qui va triompher sur les deux amants. Il y a également le contraste entre l'amour lyrique et poétique de Roméo et Juliette et les allusions sexuelles de Benvolio et la nourrice. Ça permet un contrepoids d'insuffler vraiment le comique dans la pièce, mais bien sûr ça disparaît dès que la tragédie se met en place. Par ailleurs, il y a énormément de références au destin et à la fatalité, tout comme à la mort, tantôt décrite comme le rival de Roméo, tantôt comme gendre de Capulet, qui sont comme des signes avant-coureurs. Les événements autour de Roméo et Juliette, que ce soit leur rencontre au bal ou l'avancement du mariage avec Paris, n'ont fait que précipiter leur perte et les pousser dans leur dernier retranchement jusqu'au suicide. Ce suicide, que l'on soit d'accord ou pas, a permis au couple de se réunir, chose qu'ils ne pouvaient plus faire dans la vie. Paradoxalement, la mort a rendu leur duo et leur amour immortels. Le contraste entre la haine et l'amour est saisissant et c'est ce contraste qui fait l'une des plus grandes forces de la pièce et que plus de 400 ans après, le mythe de Roméo et Juliette perdure toujours. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, oui, si vous êtes encore là. Il y avait encore énormément de choses à dire sur cette œuvre, mais la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Du coup, je vous laisse dans la barre de description un lien pour aller lire le texte et découvrir ou redécouvrir cette œuvre magistrale. Car après tout, rien ne vaudra la lecture de la pièce en elle-même pour la connaître et pour savoir pourquoi Roméo et Juliette reste l'une des pièces de théâtre les plus connues de nos jours. Si vous voulez me faire des retours sur cette première émission, ça se passe dans les commentaires plus bas. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour manifester votre contentement, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être au courant des nouveautés de cette chaîne, et à partager cette vidéo pour faire découvrir l'œuvre ou la chaîne en elle-même. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode du Chat de Bibliothèque, et vous dis à la prochaine. A bientôt, bande de gens. For once, why can't you just come and